Bienvenue dans le sud de la France. À proximité de la ville de Sète, la lagune de Thau accueille la plus grande production d'huîtres de Méditerranée. 6200 tonnes d'huîtres récoltées en moyenne chaque année par quelques 400 entreprises ostréicoles. Une huître, au moment où elle est commercialisée, l'huître elle a été manipulée plus de 10 fois. Dans la famille Sanchez, il y a Guy, le papa, 4 mètres de longueur. et ses deux fils, Gaël et Loïc, la 4e génération d'ostréiculteurs. Ils sont aujourd'hui les plus gros producteurs d'huîtres de l'étang de Thau. Ici, les huîtres sont élevées sous des structures qu'on appelle des tables. Le bassin de Thau en compte 2500. C'est un nombre fixe qui ne peut ni évoluer en plus ou en moins, qui a été défini. Et donc en fait, on peut uniquement s'acheter des tables entre ostréiculteurs et on ne peut pas en planter de nouvelles en fait. Et vous en avez toujours eu 60 ou vous êtes Non, mon père il a débuté, même mon arrière-grand-père il a débuté avec 2 tables. Après mon grand-père en avait 6, 10, après mon père en a eu 15 et aujourd'hui on est arrivé jusqu'à 60. Et c'est un bon seuil, 60, ou vous espérez... Non, 60 c'est déjà beaucoup de travail à s'occuper. Ouais. À 3 semaines des fêtes de fin d'année, l'activité monte crescendo, sur l'étang comme dans leurs locaux. Du 15 au 31 décembre, c'est environ 70% du volume et chiffre d'affaires de l'entreprise qui est réalisé. Ouais. Donc là, on est vraiment dans la préparation des fêtes, parce que pour faire 70% du volume, ça demande beaucoup de préparation en amont. Donc depuis le début novembre, on prépare, donc on détroque les huîtres, on calibre les huîtres, on les met à la trempe pour que tout soit prêt pour démarrer le 15 décembre. Détrocage, calibrage, exondation, naissin, pernette, autant de mots mal connus chez nous, mais que vous allez découvrir au fil du reportage. On va vous montrer comment on produit des huîtres à l'étang de Thau, de la naissance à la commercialisation. Un parcours complexe et semé d'embûches. Tout commence avec les larves d'huîtres qu'on appelle les naissins. Comme la majorité des ostréiculteurs ici, la famille Sanchez achetait tous ses naissins à des écloseries situées sur la façade atlantique. Mais grâce à l'amélioration des savoir-faire techniques, on peut désormais récolter du naissin local, qu'on voit ici à la sortie de l'eau, encore recouvert d'algues et coquillages parasites. Alors, l'avantage du captage naturel, c'est qu'on n'a pas acheté notre naissin, notre semence, puisqu'on le fait. C'est la nature qui nous le donne. Alors certes, il y a du travail, il y a des coûts de main-d'œuvre, ça immobilise des structures qui servent qu'à ça. Et le deuxième avantage, c'est que c'est un essaim, puisque déjà les huîtres, les mères, on va dire, étaient dans le milieu du bassin de Thau. Et donc ça peut améliorer la survie, on va dire, des huîtres, puisqu'elle est déjà adaptée au milieu. Ces bébés huîtres sont prélevés des coupelles et placés dans des pernettes pour continuer leur croissance en toute sécurité. On va mettre entre 250 et 300 huîtres par pernette. Et là, on va commencer la phase de prégrossissement. On va le laisser entre 2 à 6 mois, en fonction de la période où on va les mettre et en fonction du phytoplancton qu'il va y avoir dans l'eau. S'il y a beaucoup de phytoplancton, ça va pousser beaucoup plus vite, donc on va laisser 2-3 mois. En hiver, il y a moins de phytoplancton, donc on va les laisser 6 mois. Et là, on va faire cette phase de prégrossissement pour les amener donc, de la taille de 6 mm jusqu'à la taille d'enceinte 30 mm. Au final, on récolte moins de 20% des huîtres qu'on a en semence au départ. Donc, il faut dire que quand on déguste une huître dans l'assiette, c'est vraiment la survivante. Typiquement méditerranéenne, la prochaine étape est à mi-chemin entre la confection de guirlandes et la pâtisserie. Alors Loïc, c'est quoi ça ? Ça, c'est la deuxième étape de production, qui est le collage. Donc on va venir coller les huîtres une à une sur un fil avec du ciment. Donc c'est de l'élevage en suspension, on appelle ça sur le bassin de Thau. Donc c'est vraiment une méthode typique de la Méditerranée. Vu qu'on n'a pas les effets des marées, donc on va venir coller les huîtres une à une sur les cordes, on va les suspendre en table ostréicole
Et donc ça va faciliter la croissance, mais également la forme de l'huître qu'on va vouloir lui donner. Il y a 2 huîtres qui sont collées dessous. Ensuite, il y a la corde, le ciment au-dessus, et après une huître sur le ciment. Donc on les a collées par 3. Elles aiment bien être proches les unes des autres, comme ça on trouble les huîtres. Alors quand on les colle, donc là on peut voir les marques rouges qui sont sur l'onduline. En fait, ça nous donne un écartement précis des huîtres. Et donc cet écartement, il a été calculé afin d'acquérir la forme de l'huître que l'on souhaite. C'est-à-dire que si on les écarterait trop, l'huître aurait tendance à pousser dans la longueur et non pas sur la largeur. Alors que ce que nous on cherche, c'est d'avoir une huître bien ronde, bien large. Les huîtres restent ensuite 18 mois immergées avant d'atteindre la taille optimale et d'être récoltées. Une croissance 2 fois plus rapide que pour leurs cousines d'Atlantique, car en Méditerranée, il n'y a quasiment pas de marée. Les huîtres passent donc leur temps dans l'eau à manger du phytoplancton. Mais pour les ostréiculteurs de l'étang de Thau, il existe une autre possibilité, créer artificiellement la marée. Environ une trentaine d'ostréiculteurs la pratiquent aujourd'hui. La famille Tarbourièche est allée plus loin en développant un système de marée solaire. Démonstration avec Romain, la 3e génération. À distance, depuis son téléphone, il pilote ses tables. Un panneau solaire et parfois une éolienne alimentent en électricité le mécanisme qui permet de tirer les cordes et donc les huîtres hors de l'eau. On appelle cela l'exondation. Ce procédé révolutionnaire existe depuis 2007, mais trouve son origine dans les années 90, quand son père et son grand-père voyaient alors leurs huîtres boudées par les grands chefs étoilés. Voilà, donc on a vraiment... On est sur une extrémité là, on voit c'est la fin là. Pour les meilleures tables, 15 tonnes quoi, on va dire. La vraie différence, c'était la marée. Sur ces tables-là, il y avait des huîtres qui venaient principalement d'Atlantique. Et quand mon papa s'est aperçu de ça, il a recréé la marée sur une dizaine de cordes. Donc il a sorti 10 cordes de l'eau à la main, tous les jours, pour vérifier justement le bienfait de la marée sur les caractéristiques organoleptiques du produit. Et au bout de 2 ans, qu'il sortait ces 10 cordes tous les jours à la main, il s'est avéré que ça faisait vraiment des huîtres qui étaient complètement différentes. En couleur, en forme, au niveau de ses ondulations, et bien entendu en taux de chair. À l'intérieur, on avait une chair blanche, croquante. Et donc de là est venu le principe, l'idée de recréer, de faire des structures d'élevage qui permettent de recréer la marée. Parce que sortir 10 cordes de l'eau à la main, ça va. En sortir 60 000 par jour, c'est plus faisable. 60 000 Et 60 tables, à 1000 fils par table, c'est à peu près ça. Cette marée solaire, les Tarbourièches l'ont brevetée. Ils sont actuellement les seuls ostréiculteurs à utiliser cette technologie sur l'étang de Thau. Les autres professionnels remontent les huîtres mécaniquement et moins souvent. Une huître, elle a 2 solutions. Ou fabriquer de la coquille, ou faire de la chair. Si vous mettez une huître dans l'eau et que vous ne la sortez jamais de l'eau, donc elle ne va jamais être stressée, elle va pas avoir besoin de protéger la bête, l'animal. Donc elle va avoir un animal, donc la chair de l'huître, qui va être faible. Mais par contre, elle va consacrer toute son énergie à fabriquer de la coquille. Donc elle va pousser très très vite. Alors que quand vous la faites sortir de l'eau, elle a besoin d'avoir des réserves. Parce que quand elle est hors d'eau, elle a besoin de rester fermée. Et quand elle est fermée, elle le force sur son muscle pour ne pas perdre l'eau qui est à l'intérieur. Parce que si elle perd son eau, elle meurt. Donc c'est l'instinct de survie. Donc allez, on va mettre la corde sur le pont. Un temps de croissance et un prix quasiment multiplié par 3. 13 € les 12 bouzigues contre 36 € pour les spéciales Tarbourièches. J'y vois rien. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, on a un produit qui est quand même sorti d'eau en direct, qui est très fort hein, en iode. C'est vrai qu'on sent l'iode et on sent le muscle aussi. Ouais. On sent le muscle, ouais. C'est vrai. Aujourd'hui, on arrive vraiment concrètement à vendre nos huîtres sur toutes les belles tables parisiennes et autres. D'ailleurs, il n'y a pas que sur Paris, partout en France et à l'international aussi.
Parce que vous êtes très dans l'exportation? Oui, on exporte partout dans le monde, en Asie. 50% de notre production est dédiée au marché asiatique principalement. C'est des très très gros consommateurs de produits de qualité, on va dire. De leur côté, les Sanchez pratiquent une exondation mécanique pour 10 à 20% de leur production. On les retrouve au moment de la récolte. Les ostréiculteurs tirent les cordes dans une machine qui sépare les huîtres du ciment. De retour à quai, c'est le détrocage. Il s'agit de nettoyer les huîtres en enlevant les algues et les petits coquillages parasites. L'huître est ensuite calibrée en fonction du poids. Elles sont rangées dans des pochons identifiés grâce à une tige, un code couleur correspondant à leur calibre. Pour qualifier la taille de l'huître, on lui attribue un numéro de 0 à 5. Plus le chiffre est petit, plus l'huître est grosse. En Europe, la numéro 3 est la plus consommée. Vous pensiez que c'était fini? Eh bien non. Une fois nettoyées, calibrées et mises en pochon, les huîtres repartent en mer. Bon, Loïc, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe ici là? Donc là, du coup, on est en train de pendre les huîtres. On appelle ça comme ça chez nous. Donc en fait, on remet les huîtres à l'eau après les avoir calibrées. Donc là, on a les pochons d'huîtres qui sont rangés par calibre. Donc chaque tige de couleur correspond à un calibre. Donc là, on sait que la tige de couleur blanche, c'est le calibre numéro 3. Le classique. Le classique, c'est le plus gros des ventes, c'est vrai. Donc ça, on les remet à l'eau pendant minimum 15 jours. Ok. Donc pendant le calibrage, elles ont subi des chocs. Il ne faut pas oublier que l'huître est un produit vivant. Donc pour le racclimater et qu'elle se refasse une beauté, on va les laisser 15 jours minimum dans l'eau. Parce que si après le calibrage, vous les commercialisiez tout de suite, il se passerait quoi? L'huître serait beaucoup trop fragile, elle serait abîmée, donc elles auraient peut-être des petits trous au niveau de la dentelle, on appelle ça les ébréchés. Et donc elle perdrait son eau plus facilement et donc ça engendrerait des problèmes sur la conservation du produit, sur les étalages. Donc là, 2 semaines ici? Oui, minimum. Minimum. Ça a l'air d'être un travail assez physique. Vous savez combien ça pèse, ça, à peu près? Donc chaque poche pèse environ 15 kg. Ouais. Au moins, on sait le stock qu'on a sur l'étang en permanence. Donc là, vous avez une soixantaine de poches, donc il y a à peu près 750 kg sur une seule palette. Ces tables, elles vous appartiennent? Alors la structure métallique nous appartient et le plan d'eau est une location à l'État. Après minimum 2 semaines de remise en forme dans la lagune, les huîtres retournent au hangar pour passer dans des bassins de purification. Une étape que les ostréiculteurs de l'étang de Thau ont choisi de maintenir, bien que la qualité de l'eau se soit considérablement améliorée. Une fois emballées dans les bourriches, les bousiques sont prêtes à être livrées dans toute l'Europe. Hiver 2022-2023. Contamination des huîtres par le norovirus qui provoque la gastro. La zone de production de la lagune de Thau est fermée, entraînant par là de lourdes pertes économiques. Pour pallier à ce problème récurrent, 3 solutions sont envisagées. La première, améliorer la qualité générale de l'eau du bassin de Thau. On fait le point avec Stéphane Roumeau. Si on reprend les standards européens de classification de qualité pour les masses d'eau, donc la directive cadre sur l'eau, on a basculé en moins de 10 ans d'une qualité qui était moyenne à une qualité qui est très bonne aujourd'hui. Et surtout, ce qui est spectaculaire, associé à ça, c'est la vitesse à laquelle le milieu s'est restauré, la vitesse à laquelle l'écosystème s'est reboosté par rapport à cette amélioration de qualité de milieu. On retrouve aujourd'hui une diversité d'espèces et de colonies de phytoplancton, par exemple, qui
qu'on ne voyait pas avant. Donc on a construit ce qu'on a appelé le plan Marshall de l'assainissement, à notre petite échelle. Mais c'était plus de 25-30 millions d'euros sur les réseaux et 70 millions d'euros sur les stations. Donc c'était vraiment colossal. Il a fallu agir sur l'assainissement, donc ce qu'on appelle les stations d'épuration, on va dire les chaînes de transfert. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et puis la gestion du pluvial, ça c'est quelque chose qu'on néglige parfois, mais quand on a de la pluie, à travers les réseaux pluviaux, on récupère tout ce qu'il y a sur le bassin versant. Ça peut être dans les rues des déjections canines ou tout ce qui fait que ça altère la qualité de l'eau. Deuxième solution, trouver comment éliminer le norovirus dans les bassins de purification. La solution, elle est assez simple. C'est une colonne à dépression. C'est une grande colonne dans laquelle va circuler l'eau. Donc au centre, vous allez buller. Ces bulles vont entraîner les particules avec elles. Les particules vont stagner à l'extrémité haute de cette colonne. Et puis c'est de l'eau propre qui va redescendre et qui va retourner dans le bassin de purification des coquillages. Donc vous avez un système qui est peu coûteux en énergie, également qui est peu onéreux, et qui pourrait, si nous arrivons à faire la preuve de concept que ça fonctionne avec les particules virales, pourrait être installé chez les professionnels. Cette technologie, elle a été déjà testée sur les bactéries. Elle est parfaitement efficace sur les bactéries. Maintenant, on passe le pas d'après sur des particules encore plus petites que les bactéries et on va essayer de voir si c'est efficace sur ces virus. On verra ce que ça donne. Les recherches sont en cours. Enfin, troisième solution, la mise à l'abri sanitaire, c'est-à-dire stocker les huîtres dans des bassins hors de l'étang. Le norovirus, il faut savoir qu'on le retrouve malheureusement pas que dans les huîtres et le milieu aquatique, donc on peut le retrouver sur tout autre type de produit. Donc nous, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est vraiment de faire la mise à l'abri sanitaire, donc c'est-à-dire de sortir les huîtres bien à l'avance. On est également propriétaire de salins agrorissants. Donc on va se servir de ces salins pour stocker nos huîtres à l'abri sanitaire bien avant les fêtes. Donc on est déjà en train de le faire depuis un petit moment, pour en fait que le jour où, si jamais il y a contamination, on a les huîtres à l'abri sanitaire et on peut continuer à commercialiser tout en sécurité notre produit. Ces huîtres, les bouzigues, on les retrouve en Suisse, comme ici chez Aligro. À l'approche des fêtes, les bourriches s'entassent. À la manœuvre, Joris Beurier, responsable de la poissonnerie. Alors effectivement, les 2 dernières semaines de décembre, c'est la plus grosse période pour nous en poissonnerie. En termes de nombre d'huîtres, on va être à plus de 3000 bourriches, ça va représenter à peu près 70% des ventes. Donc ça va être un pic énorme d'activité. Les clients, ils demandent quel type d'huître? Alors, en termes d'huîtres, c'est très subjectif. Le goût est propre à chacun. Donc on va avoir des marraines fines de Clerc en numéro 3 classiques qui permettent de cibler toute une typologie de clients. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'aime pas n'aura pas besoin de mâcher, ça descendra tout seul, il pourra accompagner ses convives. Après, on a des connaisseurs qui vont plus chercher des huîtres beaucoup plus grasses, comme des gilardos, des labels rouges, des pouces en clair. Quelque chose où il y aura de la mâche, où il faudra déglutir. C'est vraiment propre à chacun. Mais les fines de Clerc, c'est des valeurs sûres, c'est à peu près 80% des ventes. Bonjour madame. Bonjour. Comment est-ce que vous êtes décidée pour ce type d'huître? Parce que c'est une label rouge, c'est ce qu'on a déjà essayé, on a goûté, donc on les connaît. Et on achète toujours la numéro 3 parce que c'est plus facile à manger. Vous êtes restauratrice ou particulière? Notre restaurant, c'est autour des fruits de mer crustacés. D'accord. Donc on a principalement que des huîtres. Donc là, je vais reprendre encore des fines de Clerc, des cancales, de Mont-Saint-Michel et voilà. Et dans tout ça, les bouzigues, elles se situent où? Alors les bouzilles, c'est vraiment très spécial. C'est un taux de chair qui est assez intéressant, avec un goût d'iode très prononcé. Donc on va dire que ça va représenter 5% de nos ventes. C'est vraiment des gens qui apprécient, qui vont se cibler ces bourriches-là. Qu'est-ce qui vous plaît dans les huîtres? Ça, c'est toujours quelque chose qui fait penser à la fin de l'année, aux fêtes. Et puis c'est du plaisir, c'est quelque chose de simple à préparer. Voilà. Comment ça se passe quand vous commandez des huîtres? Alors, nous, sur Aligro, on ne peut pas appeler directement le producteur, donc on passe par un intermédiaire qui va nous fournir. C'est-à-dire que sur les huîtres, par exemple, du bassin de Thau, je vais lui passer une commande le lundi matin, il va me livrer le mardi, donc il va s'occuper tout du transport. Et au niveau global, d'année en année, la demande en huîtres, elle est comment? Plus on avance dans le temps, plus ça augmente. Je pense que les gens apprécient de plus en plus les bienfaits de l'huître. C'est très festif à Noël.
Et c'est vrai que sur ces 5 dernières années, on voit qu'il y a une grosse évolution qui est très marquée, surtout après Covid. C'est combien d'augmentation sur 5 ans? On a à peu près plus de 30%. Ah ouais, Oui, c'est énorme. 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 Les huîtres, on les retrouve aussi chez nous, sur les grandes tables. Comment les ouvrir? Quelles différences gustatives selon la provenance? Nous nous sommes rendus au Lausanne Palace pour recueillir quelques conseils pratiques. On retrouve l'Axane du Sud avec Élodie Cerizuelo. Heureux hasard, elle est ostréicultrice à l'étang de Thau. Et pour la première fois cette année, elle vient faire la saison d'hiver comme écaillère. L'huître, il faut la mâcher ou la gober? Donc l'huître, il faut la mâcher, étant donné que c'est un être vivant et malgré qu'on la décroche de son muscle, elle reste vivante. Donc il faut la mâcher pour pas avoir une mauvaise digestion. Il vaut mieux mâcher que la gober complètement. Donc une huître, on la met donc, comme ceci dans la main. On prend le troisième doigt, en général, c'est là où se trouve le nerf, le muscle de l'huître. Donc on va planter le couteau. On va bouger cette main pour pas qu'il y ait des coquilles dans l'huître. On va soulever, on va pivoter et on va aller décrocher le voile de l'huître. La deuxième partie, pour pas que ça se trouve sur cette partie d'huître. Et là, on peut dire, sur cette partie de coquille, on peut dire que c'est une huître bien ouverte. Notre écaillère a sélectionné 4 huîtres de provenance différentes. Une marraine oléron de Charente-Maritime, une bousigue de l'étang de Thau et 2 bretonnes, la Belon et la Special Kiss marine. Pour déceler les spécificités de chaque huître, Quentin Delohan, directeur général du Lausanne Palace, se prête au jeu de la dégustation. Alors Quentin Delohan, première impression sur cette première huître? Belle, assez salin, assez salé, une belle texture en bouche, assez charnue. On est transporté là, on a fait un voyage de quelques centaines de kilomètres à l'ouest, là, côté Atlantique. C'est la deuxième. Un poil plus salé que la première, un petit peu plus délicat en bouche, un peu plus fin, un peu plus élégant, je dirais. Là, il y a que de l'iode. Là, on boit l'océan, là. Un petit peu moins de goût. On est sur quelque chose de plus léger, de moins salé. Un peu moins charnu également. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de différences d'une huître à l'autre? Il y a vraiment certaines huîtres beaucoup plus salées, beaucoup plus charnues, certaines beaucoup plus iodées. Il y a vraiment de réelles différences entre les huîtres, selon le producteur, selon l'affinage également, et puis la taille de l'huître. Les huîtres, un délice iodé qui trouvera peut-être sa place sur votre table de Noël.